qui a commencé tout petit, qui est rendu relativement gros. L'idée, c'est vraiment de faire une intégration très, très serrée de la clinique dans l'étude de la leucémie, en passant par la génomique, la transcriptomique, le criblage à haut débit de composés chimiques et éventuellement le développement de médicaments. Le projet est financé par Génome Canada, Génome Québec et en partenariat avec la compagnie Bristol Myers Squibb pour le développement de médicaments éventuellement. Aujourd'hui, je vais vraiment me concentrer sur une toute petite partie de ce projet-là, donc je ne ferai pas nécessairement honneur aux données sur la leucémie de ce projet-là, mais je vais regarder les outils qu'on a développés dans un contexte spécifique d'analyse de RNA-seq pour des cohortes larges. Donc, l'histoire du premier outil que je vais présenter, qui s'appelle KM, a débuté en 2012-2013, quand on a fait cette observation-là. En fait, on regardait la mutation FLT3-ITD, donc une duplication en tandem dans le gène FLT3, qui est utilisé pour établir le pronostic en leucémie myéloïde aiguë. Puis lorsqu'on regardait les reads qui étaient alignés dans des RNA-seq, on voit ici deux échantillons qui sont présentés avec deux aligneurs de l'époque, Casava, Topat. Puis on se rendait compte que dans la région où il y avait effectivement une duplication, parce qu'on avait des analyses en clinique pour ces échantillons-là, eh bien, les reads ne nous indiquaient pas la présence de cette mutation-là et ça devenait très difficile. Il y avait une méthode à l'époque qui existait qui s'appelait PINDEL, qui permettait d'identifier cette duplication-là, mais d'une manière pas très fiable, puis qui était plutôt lourde à rouler. Donc, on s'est posé la question à ce moment-là, à savoir est-ce qu'on pourrait utiliser ce qu'on appelle une table de Comer. Je pense que vous avez eu des présentations sur toutes sortes d'approches de Comer précédemment. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails de ce que c'est, mais donc, on s'est dit, on va construire une table de Comer avec les décomptes pour les commères dans nos RNA-seq, puis on va essayer d'aller interroger cette table-là pour identifier si notre mutation d'intérêt se trouve dans un échantillon donné. Donc, on utilise Jellyfish, qui est une méthode bien établie pour identifier les tables de Comer. En termes d'efficacité, ça prend environ 10 minutes de calcul pour un RNA-seq de notre cohorte. Il faut savoir que les RNA-seq avec lesquels on travaille sont très profonds, entre 200 et 300 millions de reads, donc environ 10 fois la profondeur habituelle de ce qu'on retrouve dans des RNA-seq. Donc, une fois qu'on obtient cette table de Comer-là, le premier concept qu'on va établir, c'est le concept d'une marche sur la table de Comer ou le Kamer Walk. On va partir à ce moment-là d'un Comer de référence, puis on va l'étendre avec chacun des 4 nucléotides, puis on va aller consulter la table pour voir si ce Comer-là a été vu à l'intérieur de nos reads de RNA-seq. Lorsque des Comers ne sont pas vus avec des décomptes de 0, on va simplement les éliminer, puis on va construire un analogue d'un graphe de Debrun, si on veut, à partir d'une séquence de référence comme ça. Lorsqu'on va avoir construit ce graphe-là, on remarque ensuite que lorsqu'il y a des variants dans une séquence, ça va apparaître comme des chemins alternatifs sur ce graphe-là. Donc, on part d'une séquence de référence qui est notre gène pas muté ou la région du gène pas muté. On fait l'extension par Kamer-Walk, puis ensuite, on va identifier les chemins alternatifs. Ce qui est intéressant de cette approche-là, c'est qu'un chemin alternatif, ça va autant identifier une mutation ponctuelle qu'une insertion, qu'une délétion, mais aussi qu'une duplication en tandem, avec des chemins à ce moment-là qui vont se trouver à revenir derrière au niveau du graphe comme ça. Donc, c'est une méthode relativement simple qui permettait d'identifier à peu près tous les variants qui nous intéressaient dans notre cohorte. L'énumération, pour trouver l'ensemble de ces chemins-là, c'est une méthode qui est plutôt simpliste, en fait. On va énumérer chacune des arêtes dans le graphe. On va ensuite identifier le plus court chemin du début de notre référence et de la fin de la référence vers l'arête qu'on est en train d'analyser. Et ensuite, on va rapporter les chemins uniques qui sont rapportés. Ça va nous permettre d'identifier l'ensemble des variants qui sont présents au niveau de la région d'intérêt. Il faut réaliser maintenant que cette méthode-là, elle fonctionne bien juste lorsque c'est ciblé. Donc, notre référence, ça ne peut pas être le génome complet ou le transcriptome complet, ça va être une toute petite région où on s'attend à trouver une certaine mutation. Donc, ici, on a un panel de mutations qu'on teste dans les AML. Puis, je voulais vous le montrer pour faire ressortir les temps de calcul que cette méthode-là prend. Donc, c'est environ 1/10 de seconde pour l'identification d'une mutation. C'est très court. Il faut réaliser que souvent l'application en pratique de la méthode va être limitée en termes de temps par le chargement en mémoire de la table de Comer qui prend typiquement environ 25 secondes. Donc, on est vraiment dans une situation idéale pour faire du diagnostic clinique
À partir des reads bruts, ça prend environ 10 minutes pour faire la table de commère, ensuite 25 secondes pour la loader en mémoire lorsqu'on veut faire une requête pour une mutation, puis ensuite environ 0,1 seconde par mutation qu'on veut analyser. C'est bien beau, donc c'est flexible, c'est rapide. Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que ça nous donne le bon résultat? On était chanceux parce que la cohorte leucégène, c'est des patients pour lesquels on a accès au dossier clinique aussi. Et il y avait, pour un grand nombre de patients, l'identification en clinique des mutations NPM1 et FLT3. Et ce qu'on remarque, c'est que la méthode va se trouver à être excessivement précise, en fait, dans les deux cas, pour toutes les validations cliniques qu'on avait. Dans le cas de FLT3, s'il y avait une validation clinique positive, on avait une identification positive avec KM aussi. Il y a un seul cas qu'on a identifié où NPM, dans la mutation NPM1, où KM n'identifie pas la mutation, mais le dossier clinique indiquait que le patient présentait cette mutation-là. On a poussé un peu plus loin pour essayer d'identifier est-ce qu'il y avait des reads au niveau du séquençage qui correspondaient à la séquence mutée, puis on n'a trouvé aucun read correspondant à la séquence mutée. Donc, on pense ici que ça fait ressortir le fait que le test de NPM1 en clinique n'est pas fait avec les mêmes cellules, avec les mêmes sous-ensembles de l'échantillon. Puis il y a peut-être des nuances ici qui se trouvent peut-être dans un clone mineur, puis c'est ce qui est ressorti ici, mais c'est difficile d'investiguer. En dessous, on a les informations quand on applique la même approche sur TCGA. Ici, on a beaucoup moins de contrôle sur comment les mutations sont identifiées en clinique. Donc, c'est plus difficile de voir ce qui s'est passé là, dans les cas où le logiciel ne retourne pas la même réponse que l'analyse clinique qui a été faite. Donc ça, c'était l'approche qui a été publiée de KM. Présentement, on est en train de travailler à une amélioration de ce logiciel-là, spécifiquement dans le contexte où les variants qu'on va identifier vont chevaucher des jonctions d'exons. À ce moment-là, l'identification des isoformes se met à être intermêlée dans l'identification des variants et ça complique un peu l'analyse des chemins. Ce qu'on va se trouver à faire ici, c'est simplement prendre chacun de nos exons et générer des séquences références disjointes. Et à ce moment-là, au niveau de l'algorithme de Kamer-Walk, les jonctions d'exon-exon vont se trouver à créer des ponts entre ces exons-là. Ça nous donne une sortie qui est un peu plus verbose, si on veut. Donc, on va se trouver à avoir vraiment une identification pour chaque exon de la profondeur de séquençage, ainsi que chacune des jonctions d'exons, à savoir quelle est la couverture minimum qui est supportée. Mais en parallèle, on va aussi voir les variants qui vont être identifiés en même temps. Et ainsi identifier la possibilité de nouvelles jonctions d'exons qui pourraient apparaître aussi au niveau du séquençage. Donc ça, c'est les développements dans lesquels on est. Naturellement, ça nous amène à travailler avec des séquences références qui sont beaucoup plus grandes, typiquement l'ensemble du gène, tous les exons. Donc les temps de calcul augmentent. La partie d'énumération des variants est un algorithme en n carré. Donc, au fur et à mesure où on augmente la taille de la référence, le temps de calcul se met à augmenter de manière assez dramatique. Donc, ici, on en est à 6 secondes, ce qui n'est pas problématique, mais faites le petit calcul, on ne pourra définitivement pas appliquer ça à l'ensemble d'un génome. Ce serait complètement prohibitif. Donc, on a une méthode quand même qui est excellente pour identifier les variants. Elle est rapide, elle est ciblée, elle est particulièrement bien adaptée dans un contexte d'application clinique. Et c'est notamment quelque chose qu'on est en train de développer avec des collègues à l'hôpital Sainte-Justine pour inclure KM dans un pipeline de diagnostic clinique pour certaines mutations ciblées. Maintenant, quand on a commencé à regarder la quantification des expressions des différents gènes, on s'est rendu compte que la situation était un peu difficile. À travers le chemin, on avait des couvertures qui étaient très variables. Retourner vraiment une mesure d'expression, c'était quelque chose qui n'était pas trivial. On s'est dit à ce moment-là qu'on ferait une analyse statistique au niveau des commères pour différencier des groupes d'échantillons. Bon, au-delà des problèmes d'échelle, il y a environ 100 millions de commères uniques par échantillon. On a environ 700 échantillons dans la cohorte. Et on s'est rendu compte de manière très, très rapide que les statistiques qui sont très populaires pour l'identification d'expressions différentielles avaient des propriétés qui devenaient vraiment problématiques dans ce contexte-là. Donc, on a décidé de revenir un peu en arrière puis de se poser la question comment on peut améliorer ces statistiques-là dans un contexte où on ne fait que quantifier le niveau d'expression des gènes. Ce qui m'amène à la deuxième application que je veux vous présenter aujourd'hui.
Et tout d'abord, je vous donne une espèce de petit scénario hypothétique avec des données générées synthétiquement, où on a ici l'expression d'un gène hypothétique dans deux groupes pour une petite cohorte, donc 3 échantillons versus 3 échantillons. On peut appliquer des tests statistiques. Dans ce cas-ci, on pourrait appliquer un test de T, puis on identifie qu'il n'y a pas de différence statistique entre ces deux groupes d'échantillons-là, malgré qu'on puisse avoir l'impression que le groupe A exprime un peu plus ce gène-là que le groupe B. Si on regarde une cohorte un peu plus grande, ici de 100 échantillons versus 100 échantillons, mais premièrement, on se rend compte que la première remarque qu'on avait faite sur le niveau d'expression était erronée. On se retrouve avec un test statistique qui commence à nous suggérer que peut-être il y a une différence statistiquement significative, mais on rejetterait ce gène-là comme étant différentiellement exprimé. J'ai le même scénario ici avec les mêmes moyennes aussi, mais là, on a 1000 échantillons versus 1000 échantillons. Et là, soudainement, notre test nous indique que la différence, elle est très, très, très significative entre les deux groupes. Ces deux gènes-là ne sont pas exprimés au même niveau. Donc, on voit bien comment la p-value d'un test statistique se met à changer en profondeur en fonction du nombre d'échantillons qu'on a dans notre cohorte. Puis c'est un phénomène qui est un peu agaçant quand on se met à faire des analyses sur des grandes cohortes. Donc ça, c'était des données synthétiques que j'avais travaillées spécifiquement pour faire ressortir mon point. Est-ce que ceci se produit aussi dans des données réelles? Donc j'aime bien cet article-là de Liu et al. En 2014 où ils ont exploré la relation entre la profondeur de séquençage et le nombre de réplicas dans une analyse d'expression différentielle avec un test statistique approprié qui est EdgeR. Puis ce qui ressort de cette analyse-là, qui m'a paru particulièrement intéressant, c'était le fait qu'au fur et à mesure où on augmente la profondeur ou qu'on augmente le nombre de réplicas, on voit le nombre de gènes différentiellement exprimés qui passent le seuil de 0,05 se mettre à augmenter quasi linéairement. Donc, essentiellement, ce que ça suggère à l'intérieur de cette expérience assez limitée-là, c'est que possiblement tous les gènes sont différentiellement exprimés si on considère l'hypothèse nulle utilisée à l'intérieur de la statistique de Edger. Ce qui fait que ce n'est pas très pratique. Et maintenant, de manière très cynique, quand un collègue de labo me demande combien de réplicas je dois faire, quelle profondeur je dois faire, ma réponse est toujours la suivante: combien tu as d'argent, combien tu veux de gènes. Plus tu fais de réplicas, plus tu fais de profondeur, plus tu vas avoir de gènes différentiellement exprimés selon la statistique. Naturellement, tout ça est un peu problématique. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas de trouver le plus grand nombre de gènes, c'est de... Puis là, on s'est posé la question, qu'est-ce qui nous intéresse vraiment? Clairement, l'expression différentielle significative retournée par les tests ne semble pas être la chose qu'on veut, puisque au fur et à mesure où on augmente notre profondeur, les résultats qu'on obtient sont de plus en plus déconnectés avec ce qui nous intéressait. Donc, on a décidé d'introduire le concept d'un gène prédictif, hein, donc un PG qu'on appelle affectueusement les PEG, par opposition au DEG. Donc, on va dire qu'un gène est un biomarqueur intéressant si lorsqu'on obtient le niveau d'expression de ce gène-là, ce serait suffisant pour prédire de quelle classe provient l'échantillon. Donc ici, on est dans la situation, on est en train de regarder un sous-groupe bleu à l'intérieur d'une cohorte et on va comparer au reste de la cohorte qui est rouge ici. Donc dans le premier cas, à gauche, on a un gène qui est différentiellement exprimé et qui est un très bon marqueur. Au milieu, on a le cas très, très fréquent où le gène est définitivement différentiellement exprimé, mais n'est pas un bon marqueur parce qu'il y a un grand overlap entre les deux distributions d'expression. Puis à droite, on a un cas hypothétique, mais qui se produit dans la réalité dans certains cas, où notre gène est tout à fait prédictif, mais si on se fie sur une différence de moyenne entre les deux groupes, il n'est pas différentiellement exprimé. Donc, à ce moment-là, les statistiques rejetteraient ce gène-là, alors qu'il pourrait être intéressant dans un contexte clinique pour établir des balises et prédire l'appartenance à un sous-groupe. Si on regarde dans des cas particuliers, ici, c'est 3 gènes qui sont sortis au niveau de la cohorte leucégène, où je compare le groupe des gènes portant une fusion sur le gène AML par rapport aux autres échantillons de la cohorte. Puis on remarque effectivement, je ne rentrerai pas dans les détails, mais on remarque que les différentes méthodes vont prioriser différents patrons d'expression différentielle. Puis ça, on voyait ça comme problématique, entre autres parce qu'on avait la difficulté à choisir entre l'Imavoom, DSEC ou EdgeR qui nous donnaient des résultats différents.
Donc, pour essayer de résoudre ce problème-là, ce qu'on a mis au point, c'est une méthode qu'on appelle EPSI pour Evaluation of Predictive Capabilities. Je vous donne le GitHub ici si vous voulez accéder à la version courante du logiciel. J'explique un peu le principe par lequel on va identifier les gènes prédictifs. Donc, EPSI va être constitué de 3 sections. Premièrement, l'analyse va être faite individuellement pour chacun des gènes. Et ensuite, pour chacun des échantillons, on va mettre en place une validation interne par Leave One Out. Dans chacun des cas, on va construire un prédicteur par un Kernel Density Estimator, qui est un peu résumé graphiquement ici, où on va prédire l'appartenance de l'échantillon qu'on a retiré de la cohorte. Et ensuite, on va pouvoir calculer une métrique qu'on va utiliser ici, le coefficient de corrélation de Matthews, qui va nous dire à quel point ce prédicteur-là qu'on a construit est capable de bien prédire la classe à partir du niveau d'expression. Donc, essentiellement, ce qu'on se trouve à faire, on se trouve à créer une validation croisée, on construit des prédicteurs, on teste la qualité de la prédiction, puis c'est ça qui devient la valeur avec laquelle on va sélectionner nos gènes. Maintenant, ici, je fais une comparaison où je compare le résultat d'EPSI, puis je vais regarder un gène spécifique. Donc, c'est un gène PDPN qu'on a identifié comme un marqueur des leucémies myéloïdes aiguës qui porte une translocation entre les chromosomes 15 et 17, donc les T15-17. On avait identifié dans ce papier-là PDPN comme étant un marqueur qui avait été validé ensuite à la suite de plusieurs expériences. Puis on voit ici les niveaux d'expression au niveau des T15-17 et du reste de la cohorte. Ce que je présente à droite, c'est une analyse qu'on a faite par sous-échantillonnage. Donc, on a pris la cohorte complète et on l'a sous-échantillonnée jusqu'à obtenir un 3 versus 3 plus classique où les méthodes statistiques sont reconnues pour fonctionner assez bien. Puis ce que je présente ici, c'est l'évolution de la p-value ajustée, donc qui est retournée par chacun des 3 tests au fur et à mesure où on augmente la taille de la cohorte. Naturellement, le cas qui nous intéresse, c'est la cohorte complète ici, sur laquelle on voudrait faire notre analyse. Puis ce qu'on remarque, c'est qu'effectivement, la p-value qui est retournée va se trouver à diminuer, diminuer, diminuer au fur et à mesure où la cohorte devient de plus en plus grande. Si on regarde le coefficient de corrélation de Matthews qui est retourné par EPSI, donc la partie du bas ici, on remarque un scénario qui est diamétralement différent. En fait, on va se trouver dans le contexte d'une petite cohorte à avoir une très grande variabilité sur le coefficient de corrélation qui est retourné parce que l'approche par les voinantes va vraiment retirer un échantillon sur 6 à chaque fois, donc l'estimation va être très, très bruitée. Dès qu'on se ramasse avec des cohortes un peu plus grandes, l'estimation devient très serrée, puis ça nous indique bien que le gène est prédictif, donc avec un MCC qui se rapproche de 1. Donc, ça confirme ce qu'on essayait de chercher ici. Si on compare maintenant 2 gènes, un qui est qu'on qualifie de bon marqueur et un second qui est différentiellement exprimé, mais qui ne nous apparaît pas comme un bon marqueur parce qu'il y a beaucoup de chevauchement dans les niveaux d'expression. À ce moment-là, on voit un scénario un peu différent au niveau de EPSI. On voit toujours la p-value qui se trouve à augmenter au fur et à mesure où la cohorte devient de plus en plus grande, mais d'un autre côté, au fur et à mesure où la courbe devient déjà relativement grande, on se rend compte que EPSI identifie que le coefficient de corrélation de Matthews, le MCC, est essentiellement de 0, donc c'est un gène qui n'a pas de pouvoir prédictif au niveau de l'identification de la classe. Tout ça est bien beau, mais j'identifiais des gènes spécifiques, puis vous vous dites sans doute il les a choisis pour faire ressortir la qualité de la méthode. Donc, regardons un peu ce qui se passe sur l'ensemble des gènes. Donc, ici, chaque point représente un gène, et je représente sur l'axe des X le fold change, donc le ratio de différence entre les deux sous-groupes. Je regarde toujours les T15-17 ici sur l'ensemble de la cohorte. Du côté droit. Du côté gauche, j'ai le 3 versus 3, où on se rend compte que les p-values retournées par la méthode Limovone sont relativement basses, puis on va pouvoir se servir des seuils assez classiques dans ce contexte-là. Dans le 3 versus 3, EPSI est à la limite du dysfonctionnel, c'est-à-dire qu'il nous rapporte des MCC qui sont un peu partout, entre autres beaucoup de MCC négatifs qui n'ont pas vraiment de sens dans le contexte de l'application. La taille des cercles ici indique le niveau de variabilité quand on fait plusieurs échantillonnages. Donc, ça nous donne une idée du niveau de confiance qu'on peut avoir dans ces valeurs-là. Puis ça démontre bien que pour des petites cohortes, la méthode EPSI est complètement inappropriée. Dès qu'on se retrouve avec des cohortes un peu plus grandes, à ce moment-là, on voit la variance sur le MCC qui commence à se réduire. On voit aussi une corrélation qui est plutôt limitée entre le fold change, qui est une mesure simple et facile à comprendre, et le MCC.
Donc, on a des situations où on peut avoir de bons MCC avec des fold change qui ne sont pas si dramatiques que ça. Et ça nous intéressait tout particulièrement. On voit aussi que la variance sur les MCC qui sont rapportés est petite lorsque la cohorte est suffisamment grande et que c'est vrai pour les MCC qui sont proches de 1 autant que pour les MCC qui sont proches de 0. Donc, EPSI est certain de sa réponse, peu importe que ce soit un gène qui est un bon marqueur ou un moins bon marqueur. Si on regarde le scénario qui se passe avec l'Imovome, ici, on a un scénario qui est complètement différent, où il y a vraiment une inflation au niveau des p-values. En fait, on se rapproche de 0 au fur et à mesure où la cohorte augmente. Et surtout, on voit l'incertitude sur les p-values qui va se mettre à augmenter. Donc, ça veut dire que quand on rééchantillonne la cohorte pour différents sous-échantillons, la p-value va toujours être très bonne, donc très proche de 0, mais sa valeur spécifique va changer beaucoup d'une fois à l'autre. Ce qui veut donc dire que pour chaque sous-ensemble de la cohorte, on va avoir des listes de gènes différentiellement exprimés qui vont bouger beaucoup en termes de rang. Puis ça, souvent, ça crée un certain inconfort au niveau des gens qui font les analyses. Chaque fois qu'on rajoute quelques échantillons dans la cohorte, soudainement, l'ordre des gènes se met à changer dramatiquement, alors que ce n'est pas ce qu'on observe avec MC. Une autre observation qu'on a faite, qui est un peu plus intrigante, puis pour laquelle on n'a pas la réponse finale, c'est le débalancement entre les gènes qui sont surexprimés versus les gènes qui sont sous-exprimés. Donc, ce qu'on voit, c'est que les méthodes statistiques semblent avoir, puis j'ai un détail un peu plus clair ici, où je présente ici le scénario pour l'Imovome, pour DSEC, puis pour EDGER. Puis on voit que l'Imovome et EDGER ont des débalancements importants où ils vont favoriser les gènes qui sont surexprimés dans le groupe d'intérêt qu'on est en train de regarder. Puis ça nous semblait un peu problématique. DSEC ne semblait pas avoir ce problème-là, mais on voit bien qu'il y a, disons, d'autres problèmes là, qui se présentent ici. Si on revient à la présentation d'EPSI, on n'a pas cette différence-là. Donc, EPSI n'a pas de biais spécifique pour identifier des gènes qui sont sur- ou sous-exprimés. En fait, avec le scénario du début, on a même vu que EPSI pouvait identifier des gènes qui ont des patrons qui ne sont complètement pas d'expression sur- ou sous-exprimés. Si on regarde maintenant, tout ça est bien beau, mais ça ne nous dit pas quels sont les gènes qui sont identifiés. Est-ce qu'on va identifier des nouveaux gènes avec EPSI? Est-ce qu'on va manquer des gènes qu'on identifie avec d'autres méthodes? Donc, la première méthode très simple ici qu'on a mis en place, c'est d'identifier les top 20, donc les gènes qui sont au top de la liste pour chacune des 4 méthodes qu'on implémente ici. Puis dans la première partie, ce que j'identifie, c'est le nombre de gènes qui est unique à cette méthode-là. Donc, potentiellement une mauvaise indication, une mauvaise identification par cette méthode-là. Et ce qu'on voit, c'est que EPSI est la méthode des 4 qui a le moins de gènes uniques. Si on regarde maintenant les overlaps, donc les chevauchements au niveau des top 20 entre les différents sous-groupes, ce qu'on remarque, c'est que EPSI est la méthode qui présente le plus de chevauchements avec les 3 autres méthodes. Donc, intuitivement, on a l'impression que EPSI va chercher le meilleur un peu des différentes approches en établissant un compromis qui semble raisonnable. Naturellement, quand on a fait cette analyse-là, on s'est posé la question à savoir, identifier seulement le top 20, c'est un peu restrictif. Bon, on a fait les analyses en top 100, top 200 aussi, mais ça reste assez restrictif parce qu'on n'exploite pas le fait que les méthodes statistiques évaluent une p-value qui a une interprétation probabiliste. On a vu maintenant que cette p-value-là se trouvait à devenir complètement déconnectée de la réalité au fur et à mesure où on allait chercher une cohorte plus grande. Donc, ce qu'on a cherché à établir, c'est d'établir des seuils empiriques de faux positifs pour ensuite aller chercher les seuils des p-values ajustés dans les différentes méthodes qui nous retourneraient un taux de faux positif équivalent dans les différentes méthodes. Donc, une fois qu'on établit ces seuils équivalents-là, on peut comparer les listes de gènes qui sont retournées par les différentes approches. Ce qu'on remarque ici, c'est le nombre de gènes candidats identifiés par chacune des méthodes en fonction du seuil empirique de faux positifs qui est identifié. Puis on remarque que dans ce contexte-là, la plupart des méthodes se retrouvent à être calibrées dans le nombre de gènes qui vont nous retourner, à l'exception de EDGER qui avait dans beaucoup de contextes des comportements un peu difficiles à prédire. Donc on a cessé d'analyser dans le détail EDGER à partir de ce moment-là pour se consacrer à la comparaison avec VOOM et DSEC. Donc, si on essaie de regarder ça un peu plus en détail, on va construire le graphique ici où on va avoir le MCC et l'Imovome sur l'autre axe. Chaque point représente un gène. Encore une fois, on s'intéresse au T15-17 versus le reste de la cohorte.
Et donc, si on continue, ici, on va regarder des gènes qui sont spécifiques où on va avoir vraiment un favoritisme d'une méthode versus l'autre ou des gènes qui forment le consensus. On va pouvoir représenter nos seuils en top 20 ou nos seuils en euh, taux de faux positifs empiriques et pouvoir faire la comparaison de ce qu'on identifie dans ce contexte-là. Je peux faire la même analyse avec les deux méthodes. Donc ici, on présente VOOM en haut, DSEC en bas. L'axe des X est partagé pour MCC. Puis on voit entre autres qu'il y a des gènes qui apparaissent au top pour l'IMA-VOOM, mais qui ne seraient complètement pas identifiés par DSEC, mais qui seraient identifiés par MCC. Donc, si on regarde un peu dans le détail ce qu'on obtient ici, on va regarder ce qui est sélectionné par EPSI et VOOM. Donc, on a deux exemples ici. Donc, on a deux exemples ici, l'étoile et le cercle qui apparaissent ici, pour lequel EPSI et VOOM s'accordent. Puis on voit bien que c'est un contexte où il y a assez peu d'overlap dans les deux cas, et on confirme que ce seraient des marqueurs intéressants du sous-groupe T15-17. Si on regarde ce qui est sélectionné par EPSI et DSEC, mais pas par VOOM, à ce moment-là, on trouve d'autres gènes qui forment aussi des marqueurs qui m'apparaissent essentiellement intéressants parce qu'il y a très peu d'overlap au niveau des deux cohortes. Donc, dans ces deux cas-là, on est assez satisfait avec ce que EPSI a été recherché au niveau des deux méthodes. Si on regarde maintenant ce que EPSI va rejeter, va ne pas sélectionner alors que VOOM ou DSEC les sélectionnait, on retrouve des scénarios suivants où il y a un overlap significatif vraiment entre les deux cohortes au niveau de l'expression de ces gènes-là, ce qui fait que EPSI va les déprioriser, malgré le fait que VOOM va se trouver à les identifier. Dans le cas de DSEC, on retrouvait beaucoup de scénarios comme ça où l'une des cohortes va se trouver à ne pas exprimer le gène du tout et donc avoir une variance très, très faible, ce qui rend la p-value très proche de 0. Mais EPSI va éliminer ces cas-là, ce qui nous fait très plaisir parce que ce seraient des marqueurs assez peu intéressants. Je vais juste terminer ici en expliquant que tout ça est très bien dans un contexte de grande cohorte, mais on fait de plus en plus d'analyses RNA-seq par single cell RNA-seq, donc en cellules uniques. Et à ce moment-là, chaque cellule se trouve à présenter un profil d'expression. Et donc, pour une même expérience, quand on regarde un sous-groupe de cellules versus le reste des cellules, on est automatiquement dans un contexte de cohorte large, plusieurs milliers de cellules, donc plusieurs milliers de profils transcriptionnels. Et dans ce cas-ci, on se trouve à avoir un grand bruit parce qu'il y a une très faible couverture au niveau de chacune des cellules. Donc, on n'a que des analyses préliminaires à ce stade-ci pour l'application de EPSI dans un contexte de single cell. Il faut réaliser que dans ce contexte-là, la lourdeur de la méthode, donc sa complexité en n carré au niveau du nombre d'échantillons devient un peu problématique quand on se trouve à séquencer 5000 ou 10 000 cellules. Donc, ça limite un peu l'approche pour l'instant. Mais on voit bien, si je présente juste rapidement l'analyse ici, que les gènes qui sont identifiés par EPSI, par exemple celui-là ici, et qui ne seraient pas identifiés par les méthodes TREND ou MAST, on se trouve à voir qu'ils ont des profils d'expression qui présentent des marqueurs relativement intéressants. Par contre, l'utilisation du MCC pose problème dans le cas où le gène n'est pas exprimé, ce que les gens en single cell appellent les drop-out, donc des gènes pour lesquels il n'y a pas assez de couverture pour identifier l'expression. On a l'impression que le coefficient de Matthews n'est pas tout à fait bien adapté à ce contexte-là. Donc, en conclusion, j'ai présenté KM, la première méthode, qui est flexible, rapide, précise, puis bien appliquée dans un contexte de diagnostic clinique pour identifier des variants ciblés. En deuxième partie, j'ai présenté EPSI pour identifier des biomarqueurs qui commençaient à se détacher un peu de l'approche statistique d'expression différentielle. L'approche va se trouver à combiner une validation croisée en Liouville-Van't, un kernel density estimator, puis le calcul d'un coefficient de corrélation de Matthews. Et on se rend compte que c'est très stable dans un contexte de grande cohorte. Et c'est quelque chose qui est très utilisé à l'intérieur du groupe présentement. Donc, je termine avec les remerciements. Ces outils-là ont vraiment été développés sur la base d'un besoin identifié dans le contexte du groupe Le Cégène. Donc, les collaborateurs importants au niveau du groupe, Guy Sauvageau, José Hébert, Vincent Lavallée au niveau de Sainte-Justine, Claude Perrault pour les applications au niveau immunologique, les membres du labo et plus spécifiquement souligner ici les membres de la plateforme de bioinformatique de l'IRIC qui ont participé au développement de ces méthodes-là. Naturellement, je vous
Merci pour votre attention. Puis je vais être heureux de prendre les questions. Merci beaucoup, Dr. Sébastien, pour votre temps et votre présentation. C'était très intéressant. Et nous avons déjà une question de la part de Marine. Elle nous demande à quelle sorte, est-ce qu'il y a des biais qui peuvent être introduits par l'amplification du matériel génétique réalisé avant le séquençage lors d'une analyse d'expression différentielle des gènes à partir des données RNA sec? Et si oui, comment ces biais sont pris en compte? Dans le contexte de KM, c'est-à-dire on ne prend pas en compte ces biais-là pour la simple et bonne raison qu'on cherche les évidences uniques de présence d'un certain variant, puis on ne va pas trop s'attacher à la profondeur de couverture. En fait, pour certains variants, le simple fait d'avoir un read qui présente le variant de manière très claire et très certaine, ça va nous confirmer que l'échantillon présentait ce variant-là. Dans le contexte de EPSI, à ce moment-là, la présence de biais de séquençage, bien, on va faire l'hypothèse un peu peut-être tout à fait tout à fait confortante pour nous, que ces biais-là vont être présents dans les deux groupes d'échantillons qu'on va comparer et qui, au niveau de la comparaison, vont se trouver à se canceller. Ils vont se trouver à décaler les expressions de ce gène-là ou de cette région-là au niveau des deux sous-groupes. Donc, on pense que ça ne devrait pas trop affecter ce qui se passe. Merci. Nous avons une autre question. Est-ce que Jellyfish prend en compte les comptages des occurrences des caméras? Il prend en considération le comptage Des caméras. Jellyfish va effectivement prendre le comptage des commères. En fait, c'est son rôle principal. Si vous voulez conceptualiser ce que Jellyfish va faire, il va vraiment nous rapporter la liste de tous les commères qui sont présents dans les reads avec le décompte, un nombre entier qui nous dit combien de reads portait ce commère-là. Puis on va se trouver à utiliser la quantification pour prendre toutes sortes de décisions. Entre autres, une décision assez simple qu'on va prendre, c'est d'éliminer de notre analyse tous les commères qui ont un décompte de 1, essentiellement pour tenter de ne pas introduire toutes sortes de chemins alternatifs dans des contextes où c'est une erreur de séquençage qui amène cette variation-là. Donc, dans certains cas, dans certains séquençages plus profonds, on va pouvoir augmenter même ce seuil-là. Donc, ça nous aide à prendre une décision. Malheureusement, l'exploitation de ce décompte-là est problématique pour l'instant. C'est quelque chose qu'il faut continuer à regarder, entre autres parce qu'il y a beaucoup de variations en fonction de la séquence des commères. Puis la modélisation de cette relation-là entre la séquence spécifique du commère puis le biais en termes de niveau d'expression, c'est quelque chose qui, pour l'instant, n'est pas aussi bien modélisé qu'on le voudrait pour l'inclure dans ce type d'analyse-là.